Le grand rendez-vous de l'épargne, une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Julien Bouissou. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du grand rendez-vous de l'épargne. Chaque mois, nous décryptons ensemble l'économie avec nos invités, nos grands témoins et nos experts. Pour présenter cette émission, je suis bien sûr en compagnie de Julien Bouissou, chef de service argent et placement, magazine Capital. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Ravi de vous retrouver. Oui, pour cette rentrée. C'est vrai, enfin. Alors en ce mois de rentrée compliqué avec toujours ces mesures de distanciation sociale, ce regain de crise sanitaire, nous avons choisi de faire un focus sur une question épineuse, que ce soit pour notre épargne en berne en ce moment ou nos crédits de plus en plus compliqués à obtenir. Voici la question brûlante, les banques vont-elles nous faire payer la crise ? Alors avec qui allons-nous discuter, Julien, de ce sujet brûlant ? Nous avons choisi en fait deux invités. Le premier invité qui nous rejoint, c'est Olivier Balima, qui est directeur marché et client de LCL. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc vous représenterez plutôt la partie banque traditionnelle, on va dire, banque de réseau. Et à ses côtés, nous a rejoint aussi Frédéric Niel, qui est directeur de la banque en ligne ING pour la France. Donc bonjour. Partie banque virtuelle, à distance. Voilà. Bonjour Julien. Bonjour. Voilà, et puis après ces deux grands témoins, normalement on a un grand témoin, aujourd'hui on en a deux pour le prix d'un, deux banquiers qui vont devoir défendre leur couleur. On aura comme d'habitude notre rubrique coup de cœur, coup de gueule avec Pierre Sabatier. Et puis n'oubliez pas, c'est aussi votre émission, vous pouvez poser vos questions, les questions des internautes, on les regroupe et on les pose à nos experts. Ça sera dans la dernière partie de l'émission avec Timo Lamy, la rubrique Ça vous concerne. Allez, le grand rendez-vous de l'épargne, c'est parti. Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin. Nos grands témoins aujourd'hui, deux banquiers côte à côte pour répondre à cette question. Les banques vont-elles nous faire payer à la crise ? Olivier Balima et Frédéric de LCL, Frédéric Niel, directeur de la banque ING. Alors on sort d'une période très particulière où les Français n'ont jamais été aussi fourmis. On aurait entassé 100 milliards d'euros dans nos lessiveuses et principalement sur les livrets réglementés. Quelle est première réaction ? C'est une période inédite. Qu'allez-vous faire de tout cet argent ? Comment ça vous impacte ? Frédéric. Merci. Je vais commencer peut-être par expliquer ce qui s'est passé du point de vue d'ING pendant la phase de confinement, le début de la crise. Donc il y a eu effectivement une accélération des dépôts sur les livrets. Et on va dire, on a constaté une augmentation de plus de 20% par rapport à ce qui se passait en rythme normal. Puis moins de retrait aussi sur certains placements court terme, peut-être plus de rachats sur les placements long terme de type assurance vie, et une activité bourse qui a été incroyable pendant la crise avec des marchés qui ont beaucoup bougé, et des nombres d'ordres de bourse qui ont été multipliés par 4 par rapport au rythme normal, des ouvertures de comptes titres et de PEA qui ont été multipliées par 6. Donc ça, c'est grosso modo ce qui s'est passé entre le mois de mars et le mois de mai. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? L'activité sur les dépôts a tendance à redevenir à un rythme normal, c'est-à-dire ce qui rentre et ce qui sort sur les livrets ou sur le compte courant revient à un rythme plus habituel. Côté bourse, on est toujours sur un rythme très élevé qui est 2 fois plus élevé que le rythme habituel avant crise. Donc ça a été multiplié par 4 pendant la crise et multiplié par 2 aujourd'hui. Donc une activité intense avec des nouveaux investisseurs. D'accord, même question pour vous Olivier chez LCL. On est sur une banque en ligne, on se dit peut-être un profil plus dynamique, plus digital. Est-ce que vous avez les mêmes tendances chez LCL ? Nous avons exactement eu les mêmes tendances. Nous avons eu effectivement une augmentation significative des encours de dépôt dans nos livres. Globalement de tout ce qui est l'épargne liquide. Et là, les Français, par choix ou peut-être pas par choix, finalement, n'ont pas eu à dépenser pendant le confinement. Donc, du coup, leur salaire restait sur le compte. On a constaté aussi des arbitrages entre de l'épargne longue et puis de l'épargne plus courte. Donc, les gens ont décidé de mettre un petit peu d'argent disponible sur leur compte. Et il y a eu également une très forte augmentation des ordres de bourse. Même si ça a retrouvé des niveaux un peu plus proches de la normale, on reste élevé. Donc le même pattern exactement que ce qu'on a constaté chez la même tendance. Alors on voit bien du côté du gouvernement, l'idée c'est plutôt de pousser cette épargne vers ce qu'on appelle le financement de l'économie, faire en sorte qu'elle soit un peu plus productive. Alors au LCL, quelles sont les consignes auprès des conseillers bancaires ? Est-ce qu'il va y avoir des plans pour dire aux clients
Voilà, passer peut-être du compte à vue, hein, parce que c'est même pas sur des livrets, souvent c'est sur des comptes à vue, et orientez-vous vers la bourse. Qu'est-ce que vous avez prévu pour réorienter toute cette épargne ? Alors déjà, de façon générale, nous, on est des gens qui apportons du conseil à nos clients. Donc on ne va pas dire, voilà, placez-vous sur la bourse si vous n'avez pas le profil d'un investisseur boursier. Donc la première chose, c'est qu'on va adapter nos conseils aux différents types de clients que nous avons en face de nous. Et de façon générale, ce que nous allons dire à nos clients, ce que nous disons d'ailleurs déjà, c'est que si vous gardez votre argent sur un compte à vue, en fait, vous vous appauvrissez. Vous appauvrissez parce qu'il y a quand même une inflation, même si elle n'est pas très élevée. Et donc, si votre argent n'a pas un rendement qui est au moins égal à celui de l'inflation, et généralement, quand on est sur un compte à vue, ce n'est pas le cas, eh bien, à long terme, vous appauvrissez. Donc, on va conseiller à nos clients en fonction de leur profil. Et puis, le mot d'ordre, c'est diversification. C'est-à-dire, ne mettez pas tout votre argent dans le même panier. Vous avez plusieurs horizons de placement possibles, plusieurs niveaux de risque possibles et de rendement possibles. Répartissez ça intelligemment pour ne pas vous appauvrir. Donc notre conseil, c'est la diversification. J'ai une question, je complète avec la question de Julien. C'est finalement cette épargne et ces tombereaux de milliards en ce moment qui encombrent les caisses. Enfin, on va voir. Est-ce que c'est pas une charge aussi pour les banques en ce moment ? On sait que la ressource, elle coûte aussi pour vous, banquiers. Ça paraît extraordinaire, mais dans les temps de taux négatifs, finalement, avoir trop de liquidités, c'est un peu pénalisant. Ah, alors, Frédéric, je me sens prêt à répondre. D'abord, je vais juste confirmer tout ce qui a été dit, par Olivier. Donc, je rejoins totalement l'analyse et sur le fait qu'en fait, c'est le client qui choisit et nous, on lui fournit toutes les informations nécessaires pour qu'en fonction de son profil, de ses projets, il puisse trouver un placement qui réponde donc à ses projets et à son profil de risque. Donc, aujourd'hui, oui, les dépôts coûtent aux banques. Les banques s'adaptent. Donc, je vais expliquer ce qui s'est passé pour le cas d'ING. Depuis, en 2016, nous avions 70% de nos revenus qui étaient indexés sur des dépôts. C'était l'époque des super livrets et c'était donc un modèle qui a fortement marché, qui nous a permis de nous lancer sur le marché français. Nous avons entamé en 2016 une diversification de nos revenus en rajoutant progressivement d'autres produits dans l'univers du crédit, dans l'univers de l'épargne financière, le compte titre, le PEA, la bourse, pour arriver à ce que seulement 30% de nos revenus dépendent aujourd'hui des dépôts. Donc lorsque cette situation de taux devient effectivement plus tendue et plus contraignante, nous avons un modèle qui est beaucoup plus diversifié et donc qui nous permet d'aborder plus sereinement cette crise et cet impact des taux négatifs. Et donc, quand on voit quand même la tendance des Français, c'est plutôt la sécurité, la garantie. Donc, vous pensez que ça va plutôt aller vers l'assurance vie une nouvelle fois ? La bourse à la marge, mais on va rebasculer sur le fonds euro, Alors, ce qu'on constate effectivement, c'est que l'assurance vie reste un produit star qui continue à collecter. Mais les rendements du fonds euro que vous avez évoqué sont devenus extrêmement faibles. Et ça va probablement durer, parce que tout cela est indexé sur le rendement des obligations que l'on met dans ces fonds euros. Et ces obligations, notamment les obligations d'État, ont des rendements qui sont devenus très faibles. Donc, en fait, même conclusion. Si vous gardez votre argent durablement sur du fonds euro, vous vous appauvrissez. Parce qu'à long terme, ou même à moyen terme, on se retrouve avec des rendements inférieurs à l'inflation. Donc là aussi, nous allons proposer certes de l'assurance vie parmi d'autres et en fonction de votre profil et de vos projets, mais toujours en diversification. Dans l'assurance vie, vous pouvez mettre bien sûr des actions, vous pouvez faire de la gestion sous mandat, vous pouvez vous faire conseiller pour répartir vos avoirs. Donc diversification, y compris dans l'assurance vie. Et de la gestion sous mandat accessible, parce que généralement c'est plutôt banque privée. Alors pour le grand public, à quoi il peut s'attendre sur ce thème-là ? Alors moi, ma conviction est qu'au contraire, la gestion sous mandat, ça n'est pas que pour la banque privée. La gestion sous mandat, c'est donner à un expert la possibilité de gérer vos avoirs, et l'expert sera toujours meilleur que vous, plus disponible pour le faire. Et je pense que plus on est riche, plus on a peut-être la capacité d'expertise pour investir sur des produits compliqués. Moins on a de l'argent, mieux peut-être faut-il le donner à un expert. Donc moi j'ai plutôt une vision tout à fait inverse. La gestion sous mandat, c'est un actif, c'est un produit grand public. Et donc mon conseil, c'est y compris pour les clients grand public, de regarder la gestion sous mandat.
On passe à la bourse avec effectivement un nombre d'ouvertures de comptes record. Les Français qui s'étaient un petit peu détournés ces dernières années des placements financiers en direct, c'est-à-dire investir sur le marché boursier, se sont rués. Alors d'abord, il y a eu la Française des Jeux qui avait pas mal marché, où il y avait un afflux d'ouverture de comptes. Et puis là, certains ont été très opportunistes avec cette chute extrêmement brutale. Je crois qu'on n'avait pas vu ça, même Julien, durant le 2008, on n'avait pas cette chute aussi brutale, 30 à 35% de baisse sur les marchés. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que les gens investissent, un petit peu avant, un petit peu après? Alors, pour moi, il y a deux cas différents. Il y a le cas des clients qui étaient déjà actifs sur la bourse et qui ont intensifié leur activité du fait de la crise et qui ont pris des opportunités, des personnes qui étaient déjà avisées, qui savaient comment se comporter sur les marchés boursiers. Mais il y a eu aussi de nouveaux épargnants qui se sont tournés vers la bourse pour la première fois pendant cette phase de confinement. C'est-à-dire, en fait, c'est comme s'il y avait eu un élément déclencheur qui leur avait permis de passer le cap. Donc, c'est ce que nous avons constaté chez ING avec donc des personnes qui, pour la première fois, ont géré un compte titre ou un PEA en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le profil de ces clients a changé. Il s'est rajeuni, c'est-à-dire que le profil des nouveaux clients qui, donc, on va dire, travaillent sur la bourse de manière fréquente. Il est passé, par exemple, où l'âge moyen était à 45 ans, il est descendu à 40 pendant cette phase-là. Des clients qui investissent des capitaux moyens moins élevés, mais avec un nombre d'opérations plus élevé, donc avec plus de fréquence. Donc ils sont en train de tester et d'apprendre. Et on a regardé un petit peu en détail ce qui était devenu ces clients qui étaient justement rentrés sur ce marché de la bourse en mars-avril. Ouais, comment ça s'est passé pour eux? Et alors en fait, aujourd'hui, ils sont très actifs, toujours. C'est-à-dire que ça n'a pas fait un pic en disant « j'essaie, je teste, c'est exceptionnel, puis je reviens après un mode auquel j'étais habitué ». Ils ont mieux compris, ils ont appris, et aujourd'hui, ils utilisent, ils vendent, ils achètent, et ils sont donc très actifs. Parfois plus actifs que des clients qui détiennent un compte titre ou un PEA depuis peut-être 10-15 ans. D'accord, bonne nouvelle, en tout cas pour vous, même si on sait que les tarifs sont modérés. Eh bien, c'est vrai, les frais de courtage ont quand même extrêmement baissé au cours des dernières années. C'est une bonne nouvelle, et surtout si ça se passe bien, attention, période volatile en ce moment. Peut-être prendre ses profits aussi. Julien, sur le conseil, tiens, justement. Oui, alors, vous l'avez dit, Monsieur Balima, il faut quand même du conseil, gestion sous mandat, du conseil, etc. Il y a certaines banques, alors qui ne sont pas présentes sur ce plateau, BNP Paribas, pour ne pas la citer, qui apparemment teste l'abonnement au conseiller payant, 12 € par mois pour avoir accès à un conseiller dédié qui peut-être ne change pas tous les ans. Dans vos réseaux ou à distance, qu'est-ce qu'on peut esquisser comme évolution là-dessus? On va me faire payer mon conseiller Non, le sujet n'est absolument pas à l'ordre du jour chez LCL. Chez nous, l'accès au conseiller est gratuit parce que c'est le cœur de notre modèle et de notre promesse. Nous sommes une banque et le modèle, finalement, qui est le nôtre, est un modèle qui reprend en partie celui d'ING. Nous sommes une banque en ligne, mais également une banque relationnelle avec des conseillers physiques. Dans les deux cas, l'accès est gratuit. Donc, pour nous, ça n'est pas d'actualité. On le sait, aujourd'hui, de rentabiliser le réseau d'agences, c'est compliqué. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que BNP fait payer les conseillers. Alors, comment on peut réussir l'équation réseau physique, agence, conseil gratuit? Ça fait 150 ans concernant LCL qu'on réussit cette équation et encore une fois, nous ne pensons pas au moment où je vous parle que la réponse, c'est de facturer le conseil. Notre modèle, c'est d'avoir un conseil gratuit. Il faut avoir un raisonnement par rapport à l'ensemble de nos services et à l'ensemble de ce que vous appelez être des coûts. Et aujourd'hui, nous n'intégrons pas la facturation du conseiller dans notre modèle. Bon, bonne nouvelle en tout cas pour les clients LCL. Pas de facturation sur le conseil. Vous pouvez continuer à aller voir directement de conseiller en agence, même si c'est vrai que ça se fait de moins en moins. Il y a d'autres solutions aujourd'hui. Bon, ça dépend aussi de ce qu'on a à demander. Alors, on va attaquer maintenant aussi la question qui fâche, celle du crédit. Les banques ont-elles fermé le robinet du crédit? Quels sont les profils qui souffrent de la hausse des taux de refus? Est-ce que les banques font preuve de souplesse? Autant de questions qu'on a à poser à Mel Bernier, elle est directrice de la communication du courtier Meilleur Taux. On l'écoute. Le grand rendez-vous de l'épargne, le reportage.
En cette rentrée, les taux d'intérêt immobilier sont très bas, mais on constate une hausse des refus de la part des banques. Alors, comment expliquer cette tendance ? Effectivement, le taux de refus, de dossiers refusés augmente considérablement. Il augmente depuis le mois de janvier pour atteindre un peu plus de 16% aujourd'hui, alors qu'il était à 8 ou 9% il y a seulement un an. Alors, il y a plusieurs explications. La première et la plus importante, c'est les autorités, via le HCSF, qui imposent aux normes des règles extrêmement strictes, notamment sur l'endettement des ménages, à savoir un taux de remboursement des mensualités qui ne peuvent dépasser un tiers des revenus nets. Et c'est appliqué stricto sensu. Donc vous avez évidemment, par rapport à avant où les banques regardaient ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire qu'elles pouvaient dépasser à 34, 35, 36% même quand les gens avaient un reste à vivre confortable, aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Donc on a une augmentation des taux de refus assez importante. Et quels sont les profils qui souffrent le plus de cette hausse du refus de la part des banques ? Alors, les profils qui sont exclus en premier lieu, c'est évidemment les primo-accédants qui n'ont pas ou très peu d'épargne et qui, du coup, ne peuvent pas dire puisque mon endettement est dépassé, je vais apporter un peu plus, je vais emprunter un peu moins pour ne pas dépasser. Donc, les primo-accédants, les revenus modestes, parce que plus les revenus sont élevés, en général, plus vous avez réussi à mettre de côté. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Et troisième victime, et non des moindres, c'est les petits investisseurs. Pareil, ceux qui ont des revenus, on va dire, dans la moyenne, mais qui, en général, ont déjà un crédit pour une résidence principale et puis voulaient emprunter pour faire un investissement locatif. Mais comme ils dépassent ces fameux 33% d'endettement, on leur dit non. Les banques ont droit, à hauteur de 15% de leur production, de déroger à ces critères. Est-ce qu'elles le font ? Alors les banques ont effectivement ce critère de 15% maximum de dérogation, dont 75% qui doivent être attribués aux primo-accédants. On sait déjà qu'elles le dépassent, puisqu'on a, nous, des chiffres qui sont au-delà de 17% de dérogation. Les banques jouent le jeu, elles font le maximum. Maintenant, elles ont un espèce d'organisme au-dessus d'elles qui est quand même censé les contrôler, en tout cas qui leur donne des recommandations très fortes, et c'est très compliqué pour elles de déroger. Donc elles dérogent un petit peu, mais aujourd'hui, la règle est beaucoup trop stricte, et les banques ne peuvent pas faire de miracle avec les critères qu'on leur a octroyés. Les banques jouent le jeu. Elle est sympa, Maëlle Bernier, directrice de la communication du courtier Meilleur Taux. Avant de vos réactions, messieurs, une petite précision. Julien, on a entendu parler du HCSF. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est le Haut Comité Stabilité Financière. Haut Conseil de la Stabilité Financière. Donc, qui se réunit régulièrement pour voir si le secteur financier est bien sécure et prudent, et donc depuis début d'année maintenant a édicté des recommandations pour limiter en fait la production de crédit, parce que le conseil estime qu'il y a trop de volume de crédit. Eh oui, mais ça c'était le monde d'avant. Alors messieurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce que justement on est obligé de suivre le Haut Conseil de Stabilité Financière ? Comment ça se met en place pratiquement ? Est-ce que le robinet est fermé ou est-ce qu'il reste ouvert ? Alors, d'abord, il faut voir ce qui s'est passé au début de la phase de confinement. Si on revient au mois de mars, c'est que les demandes de crédit immobilier ont naturellement extrêmement baissé, et tout ça n'avait absolument rien à voir avec des conditions d'octroi de crédit, mais c'était plutôt des projets qui étaient repoussés naturellement. L'activité reprend. Aujourd'hui, si je compare le mois d'août 2020 au mois d'août 2019, on est presque revenu au même niveau d'activité, pas tout à fait. On est juste 10% en dessous pour ce qui nous concerne. Et on était sur une croissance de plus 45% sur le premier trimestre avant la phase de confinement. Donc les critères qui ont été donc très fortement recommandés, on comprend pourquoi ces critères sont poussés. C'est pour protéger le marché de l'immobilier, éviter de créer une bulle. On se souvient encore tous de ce qui s'est passé en 2008 et personne n'a envie de revivre les mêmes choses. Donc ça, je veux dire que l'objectif en lui-même est non discutable. Après, ce qu'il faut voir, c'est l'établissement des critères dans le détail. Donc, était mentionné dans cette intervention le taux d'endettement et le reste à vivre. Donc, nous suivons rigoureusement les recommandations qui sont faites, et nous utilisons cette marge de manœuvre de 15%. Mais ça vous amène quand même à augmenter les refus, enfin, dans l'ensemble des dossiers que vous recevez, vous devez malheureusement dire non. Mécaniquement, suivre les recommandations conduit à augmenter le taux de refus, effectivement. Ce qu'il faut regarder, c'est comment on peut utiliser au mieux cette marge de manœuvre qui nous est donnée de 15%. Les choix que nous avons faits, et je pense que les cas ont été mentionnés très précisément, c'est vous avez deux grandes catégories. Vous avez les investisseurs locatifs, et vous avez les personnes aussi qui ont des revenus
très élevés qui peuvent, même avec un taux d'endettement supérieur à 33%, avoir un reste à vivre très confortable. Et donc, si on appliquait stricto sensus les recommandations sans appliquer cette marge de manœuvre de 15%, on pourrait être amené à refuser des crédits à des foyers qui ont vraiment les moyens d'emprunter et donc de nourrir le marché également. Ouais, ça n'a pas de sens. Olivier Bellimin, la tendance chez LCL, est-ce que du coup, ça ne favorise pas finalement les gens qui déjà ont des revenus et voilà, sont plutôt favorisés? Je vais dire deux choses. D'abord, les recommandations du HCSF, elles viennent finalement conforter des choses que nous faisions déjà. C'est-à-dire que nous sommes des banquiers, nous n'avons pas changé de métier, et ce que nous faisions, c'était prêter en ayant en tête le fait de ne pas faire prendre des risques à nos clients et puis faire prendre des risques à la banque. Donc ça, pour nous, rien n'a changé, nous faisons le même métier. Ensuite, comment nous le faisons aujourd'hui ? Nous regardons finalement les dossiers au cas par cas, comme nous le faisions avant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des critères génériques qui disent 33%, qui disent 25 ans, mais au final, l'information la plus importante, c'est celle que vous avez en face de vous quand vous parlez aux clients. Et nous intégrons bien sûr des paramètres comme le reste à vivre, ce qui reste à vivre à la fin du mois, pour donner notre accord. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout dans une démarche, comme le disait le reportage, qui consiste à défavoriser par exemple les primo-accédants. Bien au contraire, nous venons par exemple de lancer une offre qui est avantageuse pour les primo-accédants avec par exemple 10 000 euros dans votre prêt immobilier, 10 000 euros qui est financé à 0%. Donc c'est totalement le contraire de ce que disait... Ça peut être un moyen d'ailleurs de repasser dans les critères du HCSF. Ça peut servir à ça, mais globalement par exemple, voilà, ça veut dire que vous avez votre cuisine qui est financée à taux zéro, vous avez votre salle de bain qui est financée à taux zéro quand vous êtes un primo-accédant. Donc nous sommes vraiment la banque amie des primo-accédants et c'est pas du tout le schéma qui était évoqué. Quand on écoute les courtiers, quand même, ils émettent un message vraiment d'alerte, de dire attention, alors il y a des options divergentes, mais le volume de crédit accordé va vraiment chuter. Et parfois on parle de 30% de baisse de volume de crédit à venir. Est-ce que vous pensez que le gâteau va se réduire quand même? On dirait que vous maintenez, mais ça se réduit. Notre choix, notre réponse, c'est que je ne vais pas vous donner une réponse générique, je vais vous dire, nous regardons chaque dossier, car chaque dossier mérite d'être étudié. Et au global, si nous avons en face de nous des clients qui, d'ailleurs c'est le cas depuis toujours, parce que nous avons des taux d'endettement, et c'est des taux de CDL, des taux de créances douteuses, et c'est le cas de toutes les banques de la place, qui sont très bas pour le crédit immobilier, on est autour de 1%, ce qui est vraiment très faible, eh bien ça va se poursuivre selon la même logique. Donc nous avons notre seule logique, c'est regardons chaque dossier, car chaque dossier mérite d'être étudié et nous ne rejetons rien a priori. D'accord, mais d'une manière plus générale, on sait qu'on est dans une période extrêmement compliquée, il va sûrement y avoir de la casse, comme on dit. On voit déjà tous les jours, malheureusement, plans sociaux, le chômage, etc. Ça veut dire qu'au niveau des banques, et malheureusement ça se reflète dans les cours de bourse, on pourrait vous demander, pour le crédit aux particuliers ou pour la banque au particulier, de faire un effort parce qu'on sait très bien que crédit aux entreprises, etc., ça va se resserrer. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Alors, ça n'est pas le cas chez LCL aujourd'hui. Nous sommes, encore une fois, toujours attentifs, et c'est le métier que nous faisons depuis 150 ans, au cas par cas, à l'analyse des situations individuelles. Il n'y a pas de règle générique que nous voulons appliquer, tout en respectant, bien sûr, la régulation. Ce que je peux mentionner en complément, pour ING, on a le crédit immobilier est un des leviers de croissance dans le cadre de la diversification de notre activité. Les ambitions 2021 du crédit immobilier sont très fortes comparativement à ce que l'on a fait en 2020. Et le rythme que l'on a en tête, c'est ce qu'on a fait sur le premier trimestre 2020, à savoir plus 45%. Et donc, on souhaite accompagner... On dirait des chiffres de start-up au sein de... C'est vrai que vous partez après de... Mais parce que c'est une activité qui est plus récente. Qui est récente, voilà, on le rappelle. C'est vrai qu'on peut faire de l'immobilier complètement, crédit immobilier complètement en ligne désormais. Je crois que c'est le cas aussi chez ILCL. C'est également le cas chez nous, chez LCL. Voilà, même si on le rappelle, on peut aller voir quelqu'un en chair et en os. Julien, on termine par la digitalisation et un point sur la concurrence avec ces néobanques qui, je ne vais pas dire ringardisent, mais challenge en tout cas les banques en ligne. Oui, c'est la nouvelle génération de services financiers, on va dire, en ligne, donc les Revolut, N26, etc., qui promettent encore plus de gratuité, encore plus de rapidité, encore plus de transparence. Alors quelles peuvent être les réponses, à la fois des banques traditionnelles et des banques en ligne, puisque elles gagnent des parts de marché sur une clientèle plutôt jeune. Comment vous pouvez réagir, Monsieur Niel ? Je commence. Alors d'abord, il y a
le marché bancaire en France, il est de plus en plus compétitif, c'est une réalité. Il y a eu 7 nouveaux acteurs principaux juste sur l'année 2019. Donc c'est une réalité qui nous amène à tous être meilleurs, plus précis, proposer une expérience client encore plus satisfaisante pour l'exigence de tous les consommateurs. Après, il faut faire une différence dans le service qui est proposé. La majorité des établissements que vous avez proposés ont une offre qui est extrêmement limitée, qui se limite en général à un compte courant, une carte et potentiellement un deuxième produit. Ce qui fait que vous ne pouvez pas répondre à la totalité des besoins et des projets de l'ensemble des consommateurs. Elle risque de se lancer rapidement quand même, au moins sur les placements. L'échiquier, peut-être pas, parce qu'on sait que c'est compliqué. En tout cas, on parle de projet. On parle de projet. Aujourd'hui, ce qui est disponible, c'est une activité de banque au quotidien. Donc, si je reprends ce que je mentionnais plus tôt sur ce qui nous permettait d'aborder plus sereinement la période de taux bas, à savoir un modèle diversifié, il faut avoir en tête qu'avoir un modèle non diversifié aujourd'hui est beaucoup plus contraignant en termes d'impact financier. Et ça, c'est une réalité. Chez LCL, nous n'opposons pas la relation à distance à la relation de proximité, en chair et en os. Au contraire, nous pensons que ça se complète. Et c'est d'ailleurs même, en l'occurrence, notre stratégie. Nous sommes une banque 100% humaine et 100% digitale. Nous pensons que cette promesse, elle est quand même beaucoup plus forte que celle notamment des néobanques, qui non seulement ne sont pas 100% une banque, mais qui ne sont loin s'en faut pas 100% humains. Et même à certains égards, sur le plan du digital, nous avons des services qui sont supérieurs aux leurs, parce que notre offre, elle est complète. Donc, de notre point de vue, si j'étais un client et que j'avais à choisir, je choisirais celle qui offre le meilleur. Et la question de la tarification, il faut la regarder avec attention. On prône souvent l'idée que ce sont des banques qui sont gratuites. Loin s'en faut. Regardez bien les néobanques, regardez bien ce qu'elles facturent. Elles sont de plus en plus chères. Et même récemment, il y a des articles qui révélaient qu'elles augmentent leur prix parce que le modèle, effectivement, peut être un peu chahuté. Donc, regardez leur prix et puis surtout, regardez le rapport qualité-prix. Vous payez probablement votre carte bancaire chez LCL et pas chez certains de nos concurrents, et encore, mais vous n'avez que ça. Je vous parlais du conseiller gratuit, mais vous avez accès à toute la proximité, le conseil, et puis l'étendue des services que nous offrons. Donc, raisonnez qualité-prix pour choisir votre banque. Donc, pas besoin de racheter une banque en ligne pour le LCL. Nous sommes déjà vous aussi avez déjà une banque tout ce qu'il en faut, ligne. parce qu'il y a beaucoup de grands réseaux qui ont racheté des banques en ligne pour marcher sur les deux pieds, mais non. Nous sommes déjà les deux. Voilà. Bon, on a déjà une réponse à notre question. Apparemment, les banques vont peut-être ne vont pas nous faire payer la crise. En tout cas, on a eu les réponses sur le crédit. Ça dépend de votre situation. Voilà, vous ensuite de choisir le modèle banque 100% en ligne ou banque 100% en ligne et humaine, on a bien compris. Merci en tout cas à nos deux invités, Olivier Balima, le directeur marché et client de LCL, et Frédéric Niel, directeur de la banque en ligne en ING en France. Merci messieurs. Merci on poursuit. Dans un instant sera le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier. Et ensuite, on retrouve nos experts, la rubrique Ça vous concerne avec Thibault Lamy. À tout de suite. Le grand rendez-vous de l'épargne, le coup de cœur, coup de gueule. Tout de suite, on retrouve Pierre Sabatier, le président de PrimeView. Pierre, quels sont vos coups de cœur et coups de gueule aujourd'hui ? Ce mois-ci, le coup de gueule, il est pour les investisseurs sur les marchés actions, notamment technologiques. Et c'est surtout à l'encontre de leur versatilité. Alors, comment peut-on passer, je dirais, de l'euphorie extrême, notamment en ce qui concerne les secteurs technologiques américains. On pense bien sûr en fait aux GAFAM, aux grands trusts technophiles américains qui ont connu une hausse de leur cours extraordinaire en fait, tout au long du déconfinement pour atteindre des niveaux stratosphériques, certes. Mais comment peut-on passer de l'euphorie à l'extrême stress avec des corrections qui vont de 15, 20, 25% en quelques jours, voire quelques semaines. Donc la réalité, c'est qu'il y a eu probablement un excès d'optimisme au départ, comme souvent, donc avec une forme de comportement moutonnier des investisseurs qui viennent finalement prendre le train en marche, toujours un peu trop tard. Aujourd'hui, pour autant, je dirais, la capacité en fait, de ces acteurs à jouir d'une position dominante, que ce soit sur leur marché, de par leur capacité à jouer d'un avantage
concurrentiels en termes de technophilie, on va dire de capacité technologique, et enfin surtout leur capacité financière, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, même si elles n'arrivent pas à trouver en interne, elles ont la capacité financière à racheter le monde entier. Donc concrètement, ces acteurs-là, du jour au lendemain, ne sont pas passés de tout en haut à tout en bas, et donc le coup de gueule, il est pour la versatilité des investisseurs, et il est probable qu'après une correction qui doit être assimilée à une forme de respiration, les grands trusts technophiles américains reprennent la marche en avant, car voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à acheter. Pour le coup de cœur ce mois-ci, finalement, on traverse aussi l'Atlantique et on va aux États-Unis pour toujours parler finalement des obligations américaines. Beaucoup de gens vous disaient, oulala, après la baisse des taux, nous avons devant nous un risque de krach obligataire. La réalité, c'est qu'on en est très très loin. On est toujours sur des taux à 10 ans américains qui touchent du 0,5, 0,6, 0,7%. Et finalement, pourquoi c'est un coup de cœur, vous allez me dire, avec si peu de rémunération? C'est parce que avec si peu de visibilité, que ce soit en termes de dynamique économique, d'exotisme des politiques monétaires menées par les banques centrales, de gestion de la crise sanitaire qu'on peut qualifier à bas mot en fait d'aléatoire, eh bien cette absence de visibilité fait que lorsqu'on a un actif avec une prise de risque extrêmement limitée, savoir si jamais il y avait un risque sur les obligations souveraines américaines, ça veut dire que le monde s'effondrerait, donc le pire n'étant jamais sûr, on va dire, c'est l'actif probablement le moins risqué aujourd'hui sur la place financière, et bien elle vous rémunère toujours du 0,5, 0,6, 0,7%. Alors quand il n'y a pas d'inflation, comme c'est le cas notamment sur notre continent, où les chiffres de l'inflation étaient à moins 0,2, moins 0,3 durant le courant de l'été, et bien d'avoir un actif qui vous rémunère encore un petit peu, alors même qu'on est dans un monde extrêmement peu certain, voilà, avec très peu de visibilité, ça mérite un coup de cœur. Alors c'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est un coup de cœur. Et à contraire de ce que vous disent beaucoup de gens, les obligations souveraines, elles gardent en fait un rôle dans un patrimoine. Alors évidemment, il ne faut pas acheter que ça, parce que sinon vous n'allez pas construire un gros patrimoine, en tout cas vous n'allez pas le faire fructifier. Mais ça répond quand même à un objectif essentiel quant à la gestion de patrimoine, qui s'appelle la préservation du capital. Voilà. Donc n'oublions jamais que dans la gestion de patrimoine, il y a deux objectifs: la préservation optimale du capital accumulé. Vous avez mis du temps à accumuler ce capital, il serait quand même dommage de lui faire prendre un risque extrême et je dirais en gros venir à des fins en fait de fructification du capital, venir en fait l'amputer d'une somme importante. Donc voilà, donc l'obligataire souverain, lorsqu'il continue de rapporter un petit peu comme aux États-Unis, il a sa place dans un patrimoine. Voilà, et pour le reste, pour l'optimal, donc pour ce qui répond à la préservation, pour l'optimal, eh bien il faut aller probablement chercher en fait des actifs plus risqués, comme des actions liquides, et pourquoi pas à ce stade, au regard du reflux récent, les secteurs technologiques américains. Merci Pierre Sabatier, le président de PrimeVoo, qu'on retrouve très prochainement pour un prochain coup de cœur, coup de gueule. Tout de suite, la rubrique des experts, ça vous concerne. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne. Chaque mois dans cette rubrique, ça vous concerne, on prend les questions des internautes de Capital. Elles sont compilées et judicieusement triées par Thibault Lamy, journaliste du magazine Capital. Bonjour Thibault. Bonjour Fabrice. Alors qu'est-ce qui nous attend cette semaine? On a nos deux experts en plateau. Tout à fait, deux experts en plateau, donc maître Nathalie Couzigou-Suas, notaire à Paris. Bonjour. Bonjour Nathalie, et évidemment Stéphane Absolu, directeur associé chez Pixis Conseil. Bonjour Thibault. Vous allez bien? Très bien. Et on a évidemment aussi Charlotte Tamer, mais qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, mais qui a eu la gentillesse d'enregistrer sa réponse, et donc on aura sa réponse dans l'émission. Tout à l'heure. Voilà. On démarre tout de suite avec une question. Allez, pour Jean-Marc. Pour Stéphane, question de Jean-Marc. Exactement, une question de Jean-Marc qui, avec la crise sanitaire qui perdure, il se demande s'il est préférable de louer son bien en meublé ou de rester en Airbnb. Et il se demande d'ailleurs s'il peut faire les deux, cumuler Airbnb et location meublée. Alors sur ce sujet-là, ce qu'il faut déjà se dire, c'est que pour Jean-Marc, la location de ce type de bien n'est pas une partie de sa résidence principale. Donc on est bien sûr, parce que c'est un régime un peu différent, donc on est bien sur une situation où Jean-Marc loue un appartement par ailleurs qui n'est pas sa résidence principale. Le premier sujet, c'est Airbnb. En fait, lorsqu'on parle d'Airbnb, c'est une plateforme, mais Airbnb gère en fait de la location saisonnière. Et juridiquement, on va parler de location saisonnière.
Donc, qui dit location saisonnière, dit location de courte durée. On n'a pas forcément de définition légale de ce qu'est une location de courte durée. On a le Code du tourisme qui nous dit qu'elle ne peut pas excéder 90 jours pour nous laisser un peu cette marge de manœuvre. Après, on est dans le cadre, quoi qu'il en soit, d'une location où le locataire ne va pas établir sa résidence principale dans cet appartement. C'est des locations à la journée, à la semaine ou au mois. Ces locations saisonnières, en fait, obligent le propriétaire à avoir un certain nombre d'obligations déclaratives. Il va falloir qu'il déclare le fait qu'il loue sous le statut de location saisonnière, déjà auprès du greffe pour cette activité, ensuite auprès des mairies, c'est-à-dire qu'il va falloir s'inscrire. Certaines mairies d'ailleurs obligent les propriétaires qui mettent à disposition dans le cadre d'une location saisonnière de payer une taxe liée à ces locations saisonnières. On peut également avoir des obligations de déclaration au niveau des changements d'usage de l'immeuble si on passe en location saisonnière. Donc ce sujet-là est quand même très cadré, notamment au niveau des mairies. Et puis, dernier élément intéressant, c'est qu'en termes de fixation du loyer, ces locations saisonnières sont libres, puisque du coup, le propriétaire peut librement choisir le montant de son loyer. Ensuite, si on devait se rapprocher un peu plus de Airbnb, Airbnb c'est une plateforme digitale, donc évidemment elle a un certain nombre d'avantages, notamment en termes de gestion, puisqu'elle va le gérer pour le compte de Jean-Marc, le cas échéant, ses obligations déclaratives, les obligations fiscales, les obligations sociales, le fait de remettre des documents récapitulatifs sur le nombre et le montant des transactions qui auront pu être faits dans l'année. Et tout ça reste le cadre un peu de la location saisonnière et donc de la location Airbnb. Face à cela, on a la location meublée, qu'on va dire classique, où là, le critère le plus marquant, c'est qu'on va être, vis-à-vis du locataire, sur un locataire qui va élire domicile, qui va fixer sa résidence principale dans l'appartement de Jean-Marc. Donc on est sur un bail qui va être établi, donc contrairement au contrat de location qu'on avait tout à l'heure. Là, on est sur un bail qui doit être d'une durée minimale d'1 an, 9 mois pour les étudiants, donc on est vraiment sur une durée beaucoup plus longue. On n'a pas d'obligation déclarative particulière. On va être sur une fixation du loyer qui là est encadrée. On va être sur un encadrement des loyers dans le cadre des locations meublées classiques. On va même être dans le cadre des plafonnements de loyers si on est sur la commune de Paris. Et puis on a un autre élément réglementaire pour la location meublée classique, c'est que les meubles qui doivent garnir le logement, en tout cas la quantité de meubles, est définie par décret. Donc là c'est très, très encadré et très strict. Ça, c'est un peu les deux principales différences, enfin les quelques caractéristiques qu'on va retrouver chez l'un et chez l'autre. Ensuite, on a un cadre commun, un cadre fiscal, puisque dans le cadre fiscal, on va être sur des locations dont les revenus vont être taxés dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux, qu'on soit en location saisonnière ou location classique. Donc bénéfices industriels et commerciaux, qui est un régime un peu dérogatoire, puisqu'on va pouvoir soit mettre un abattement si on est en micro-BIC, un abattement de 50%, soit de pouvoir amortir son bien immobilier si on est dans le cadre d'un régime réel. Donc c'est un régime, le régime bénéfices industriels et commerciaux, un commercial, qui est quand même plus avantageux que la location nue. Donc fiscalement, c'est quand même plus intéressant. Ensuite, au niveau social, là aussi, on a un cadre commun, qu'on soit dans un cas ou dans l'autre, puisque si mes recettes dépassent 23 000 euros par an, je suis normalement assujetti aux cotisations sociales des travailleurs non salariés. Avec la possibilité, notamment si je suis dans le cadre de cette location saisonnière, de pouvoir me rattacher à un régime général, si bien évidemment je dépends d'un régime salarié, régime général classique. Donc on aura la possibilité de faire ce rattachement. Sinon, si les recettes sont supérieures à 23 000 euros, on est rattaché pour les cotisations sociales à un régime de travailleurs non salariés. Donc ça, c'est voilà un peu les points communs. Je dirais, en synthèse, on peut bien évidemment faire les deux. Alors, faire les deux sur un même appartement, c'est un peu compliqué, parce que comme je le disais, la location meublée classique, c'est un bail minimum d'1 an, donc on ne va pas pouvoir alterner. Maintenant, après, si j'ai 2 appartements, je peux avoir un en location meublée classique et puis un autre en Airbnb. La plateforme Airbnb, bien évidemment, c'est cette souplesse de gestion que j'évoquais tout à l'heure. C'est souvent sur la location saisonnière une rentabilité qui est quand même un peu supérieure. Et puis, c'est surtout la possibilité pour le propriétaire de pouvoir utiliser de manière temporaire ce bien immobilier. La question qu'il faut se poser, pour conclure, je dirais, c'est surtout de se poser la question du marché qui existe
par rapport à la situation de l'immeuble. Est-ce que j'ai un marché de location saisonnière qui existe en fonction de la localisation de mon appartement, de la superficie de mon appartement, de la qualité de l'immeuble, de ma copropriété, qui parfois interdisent les locations saisonnières courte durée. Donc il faut se poser la question de savoir est-ce que j'ai un vrai marché qui existe par rapport à mon bien immobilier. S'il est saisonnier, très bien, pourquoi ne pas saisir ce marché-là? Et sinon, je rentrerai peut-être dans un marché locatif de meublé classique. Sachant que peut-être en ce moment, la conjoncture se prête plus à de la location de longue Meublé durée. classique. Ouais. Voilà. Oui, certainement. Et si on veut résumer, on est finalement, quand on est sur du Airbnb, on est quand même plus flexible finalement, mais le cadre fiscal pour les deux. C'est le même cadre fiscal. Après, la question, je dirais, pour trancher entre les deux, c'est quel marché je vais pouvoir bénéficier de quel marché sur ma catégorie de biens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la location courte durée, c'est, je pense, un peu plus difficile que les locations classiques en meublé. Voilà pour ces éléments de réponse, en tout cas très complets, à l'heure, effectivement, où beaucoup se posent la question avec Airbnb qui marche plus autant qu'avant. Depuis qu'il y a moins de touristes, ça devient plus compliqué. Allez, deuxième question, une question de François. Question de François pour Maître Couzy-Goussuas. Alors François, il veut aider son fils qui est en train de monter son entreprise. Et il a entendu parler d'une nouveauté, c'est un abattement qui est autorisé depuis le 15 juillet. Il veut savoir si lui et son fils, surtout, sont concernés, ils peuvent bénéficier de cet abattement. Effectivement, parce que nos parlementaires, ils n'ont pas chômé cet été, puisque c'est la 3e loi de finances rectificative qui a introduit jusqu'au 30 juin 2021, donc on est dans les clous pour François, une possibilité de don de somme d'argent, donc supplémentaire par rapport aux abattements que l'on connaît, un don de somme d'argent en pleine propriété de 100 000 euros à des enfants, petits-enfants, voire même arrière-petits-enfants, ou si on n'a pas une telle descendance, ses neveux ou petits-neveux. Donc 100 000 euros que l'on peut donner, mais attention, il y a 3 possibilités d'utilisation. Alors ça peut être pour souscrire ou créer une entreprise. Si on souscrit à une entreprise, cette entreprise doit avoir moins de 5 ans, ne pas encore avoir distribué de bénéfices, et les sommes d'argent doivent être utilisées par la personne qui est le dirigeant ou le salarié principal de cette entreprise. Donc on voit bien, c'est plus pour des petites PME. Là, le gouvernement, il a voulu inciter à mettre de l'argent, c'est le cas de François, dans des entreprises qui vont être créées ou qui ont été créés il y a moins de 5 ans. Donc ça, c'est intéressant, puisqu'il faut dire pour François, c'est que ça s'ajoute aux abattements de sommes d'argent que l'on connaît et qui se reconstituent, eux, tous les 15 ans. Donc les abattements de 100 000 euros, d'une part, et d'autre part, de 31 000 euros. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc ça, c'est pour cet article du Code général des impôts. Pour ceux qui sont curieux, c'est l'article 790A bis du Code général des impôts. Donc on peut utiliser cette somme, on doit utiliser cette somme dans les 3 mois pour l'entreprise, ou aussi pour rénover sa résidence principale ou pour améliorer les performances énergétiques de sa résidence principale. Donc, vous voyez, c'est de nouvelles utilisations de dons qui peuvent être intéressants et qui permettent en fait de réinjecter des capitaux, soit pour booster les entreprises ou pour améliorer l'habitat ou pour construire sa résidence principale. Est-ce qu'on a un laps de temps prédéfini pour utiliser ces... Oui, c'est tout à fait. On doit les utiliser dans les 3 mois de la réception des fonds. Alors, cela dit, il n'y a pas de différence avec ce qu'on connaît d'habitude pour les dons. C'est-à-dire que la personne doit les déclarer auprès de l'administration fiscale, bien sûr, c'est une déclaration, c'est sujet à déclaration. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a plusieurs enfants, là, c'est pas du droit fiscal, c'est ce qu'on appelle du droit civil. Normalement, les enfants, ils doivent être à égalité. Donc, ce que l'on a donné à l'un de ces enfants, cet enfant, il en sera comptable ultérieurement dans la succession de son parent vis-à-vis de ses frères et sœurs. Donc, il faut être vigilant avant de donner à l'un, se dire que vais-je donner aux autres ou quand vais-je donner aux autres. Essayer, quand on le peut, on a déjà loué les vertus de la donation-partage chez le notaire, de faire une donation-partage où tous les enfants sont servis, du moins quand on le peut. Donc si François, par exemple, donne 50 000 euros à son fils pour son entreprise et qu'il a voilà. 2 autres enfants, autant donner 50 000 euros à tout le monde tout de suite. S'il le peut, ou alors de donner peut-être un peu moins à François, mais une somme d'argent aussi aux autres. On n'est pas obligé de donner la même somme d'argent à tout le monde. Mais l'intérêt de faire une donation-partage chez le notaire, alors c'est pas du tout pour faire aller chez le notaire, mais il est
important de savoir que la donation-partage fige la valeur des sommes données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit français, il y a une règle un petit peu étonnante, mais qui est issue du Code Napoléon de 1804. Eh bien, quand on donne une somme d'argent à l'un de ses enfants et que les autres ne sont pas servis à l'intérieur d'une donation-partage, eh bien, au décès de la personne qui a donné, on va devoir se demander ce qu'il est advenu cette somme. C'est ce qu'on appelle la parabole des talents. C'est-à-dire que si les 50 000 euros sont utilisés pour acheter un bien immobilier qui a doublé de valeur au jour du décès, eh bien, la personne qui a reçu la somme sera comptable vis-à-vis de ses frères et sœurs du double de la somme reçue. D'accord ? La donation-partage permet de figer les sommes données. Tu as reçu 50 000 euros, quoi que tu en fasses, tu en seras comptable eu égard à la somme de 50 000 euros donnée. D'accord, bah c'est très clair. Juste une dernière question pour préciser, ça veut dire que là on est dans le cas pour François qui veut aider son fils, il donne à la personne physique, à son fils et non pas à son entreprise, c'est pas une personne morale. C'est une très bonne question, c'est pas une souscription au capital de l'entreprise ou à l'augmentation de capital, c'est François qui va donner à son fils, lequel va l'utiliser soit pour créer son entreprise, soit pour souscrire au capital initial. Alors, d'ailleurs, il faut être très vigilant parce que vous savez qu'il y a des réductions d'impôts aussi au titre de souscription du capital, la loi Madelin, qui permet d'avoir une réduction de 18% des montants. Donc, parfois, il faudrait voir si François n'a pas intérêt, lui, à souscrire au capital de l'entreprise, d'avoir immédiatement une réduction d'impôts. D'avoir une réduction d'impôts, ou alors, pourquoi pas, ou alors le fils de François reçoit la donation, non pas exonérée au titre de cet abattement, mais au titre d'un autre abattement. Le fils de François souscrit au capital de son entreprise pour lui permettre, lui, de bénéficier de la réduction au titre de la loi Madelin. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que il faut faire des arbitrages familiaux, mais ça vaut le coup, à mon avis, de se poser 5 minutes avec un crayon pour se dire, est-ce que j'utilise cet abattement spécifique ou au contraire, François va pas utiliser cet abattement spécifique, va le donner à son fils en utilisant un autre abattement. Et le fils de François va pouvoir, en souscrivant au capital de cette entreprise, bénéficier, lui, de la réduction d'impôt s'il a plus de 5 salariés, vous voyez, de réduction d'impôt des 18% au titre de l'impôt sur le revenu. C'est compliqué, mais il faut lire son code général des impôts. En tout cas, c'est expliqué de manière très claire. Merci, maître. François avait une question, il repart avec 5 au moins. Merci, Thibault. La dernière question ? Oui, la dernière question donc pour Charlotte qui a déjà enregistré sa réponse. Elle répond à la question de Lucie qui s'est trompée en réalisant un virement bancaire sur son PEA à la place de son compte courant. Donc elle se demande si elle peut demander à son banquier d'annuler la transaction parce que de fait l'argent est bloqué. On écoute la réponse de Charlotte. Pour répondre à Lucie, qui a fait un virement bancaire sur son PEA en lieu et compte de son compte courant, il va être extrêmement compliqué d'annuler cette opération. En fait, pour annuler une opération et récupérer exactement la somme que vous avez versée, sans prendre en compte les aléas des marchés financiers, puisque le PEA est une enveloppe d'investissement investie 100% en actions, malheureusement, l'opération ne va pas être possible. Pour avoir un droit à annulation, il faudrait avoir droit à un droit de rétractation. Mais ce délai de rétractation n'est ouvert que de jour de l'ouverture jusqu'à 14 jours après la souscription. Donc là, ce n'est pas le cas dans lequel vous vous situez. Votre PEA est déjà ouvert, vous avez fait un virement dessus. Comment faire pour récupérer cette épargne ? Vous pouvez tout simplement effectuer une opération de rachat sur votre PEA. Si votre PEA a plus de 5 ans, pas de problème, vous pourrez sortir cette somme de cash. Notez néanmoins que vous allez sortir aux conditions de marché au moment où vous faites votre demande de rachat, puisque vous êtes exposé au marché actions, mais vous pourrez récupérer cette somme de cash. Le problème c'est que si votre PEA a moins de 5 ans, en fait, le rachat sera non seulement soumis aux aléas des marchés, mais en plus va entraîner la clôture de votre PEA. Car rappelons-le, lorsqu'on fait un rachat sur un PEA qui a moins de 5 ans, cela entraîne sa clôture définitive. Il faudra donc ouvrir un nouveau PEA par ailleurs. Ce que vous pouvez faire dans l'attente et que vous voulez éviter les aléas des marchés financiers, c'est que vous pouvez transférer à l'intérieur du PEA. En fait, vous avez 2 sous-enveloppes. Vous avez un compte courant comme un compte courant que vous avez à titre personnel et vous avez un compte action. Donc la première chose à faire peut-être pour sécuriser cette épargne, si vous en avez besoin, c'est de la transférer plutôt sur la partie compte courant et non pas sur la partie action. Et puis ensuite, on note que certaines banques, notamment la Bred par exemple, peuvent accepter de vous rétribuer, de vous revirer cet argent sur votre compte courant à
condition que vous fournissiez une lettre manuscrite expliquant que vous vous êtes trompé. Pour autant, vous sortirez aux conditions de marché du jour de votre demande de rachat. Merci Charlotte et merci à nos experts, Nathalie Cousigoussias, notaire, Stéphane Absolu, directeur associé chez Pixis Conseil, et oui ça a changé récemment, bravo à vous, merci Thibault Lamy, journaliste à Capital, et puis on arrive déjà au terme de cette émission, un grand merci à nos invités et à la technique, Jason Pinheiro pour le son, Nicolas Sandanassami pour l'image, et à très bientôt pour un prochain numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne. Retrouvez le Grand Rendez-vous de l'épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur capital.fr.